Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation Yvelines, 91e numéro. Cette semaine, je reçois Othman Nasrou. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Othman Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 13 juillet 1987, vous avez donc 28 ans, diplômé d'HEC, vous êtes chef d'entreprise, candidat aux élections municipales de 2014. Votre liste finit deuxième avec un peu plus de 30% des voix lors d'une triangulaire au second tour, derrière celle du maire sortant, le socialiste Guy Malandin. Votre fauteuil de conseiller municipal à Trappes vous permet de devenir aussi conseiller communautaire de 50 ans en Yvelines. Vous êtes également en charge de la pépinière d'entreprise Promopol, dont vous présidez le conseil d'administration, et puis depuis peu, candidat et porte-parole de Valérie Pécresse dans les Yvelines pendant la campagne pour les régionales. Vous êtes devenu conseiller régional d'Île-de-France. Ensemble, nous reviendrons en détail sur votre parcours politique et vos ambitions, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Vous connaissez le principe du Money Time, une série de questions-réponses rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. Selon un sondage Ipsos, 73% des Français estiment qu'il serait efficace pour l'emploi d'assouplir les procédures d'embauche et de licenciement. Partagez-vous personnellement ce point de vue ? Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on veut trop protéger ceux qui ont un travail, on prend le risque que ceux qui n'en ont pas n'en aient jamais. Donc moi, je suis en accord avec cette proposition. Jean-Jacques Urvoas, c'est le nouveau ministre de la Justice. Il succède à Christiane Taubira. Un avis sur ce député, ex-président de la Commission des lois ? Non, je ne le connais pas. Je n'ai pas d'avis sur les personnes. Ce qui compte, c'est les politiques qui sont menées. Donc on va voir s'il y a un changement. Cette semaine, l'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, sera jugé pour contestation de crimes contre l'humanité face à ces dérapages répétés. Quelle sanction sera adéquate selon vous ? On parle là de Jean-Marie Le Pen ou plus globalement des hommes politiques. Le personnage est connu, mais que la justice fasse son travail. Si elle trouve qu'il y a matière à le condamner, moi au-delà, je préfère me battre sur le plan des idées, sur le plan des pratiques politiques contre Jean-Marie Le Pen ou contre les autres partis politiques qui ne sont pas de ma sensibilité. En avril 2015, il avait réaffirmé que les chambres à gaz sont selon lui un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Poissy, Saint-Germain-en-Laye ou Thiverval-Grignon, où voudriez-vous voir implanter le nouveau centre d'entraînement du PSG ? Est-ce que déjà vous êtes supporter du PSG, puis le centre d'entraînement ensuite ? Alors est-ce que je suis supporter du PSG ? Pas spécialement, pour être tout à fait honnête, mais on va dire que c'est mon club au même titre que la plupart des habitants de cette région. Non, moi j'ai une préférence pour Poissy, mais c'est très, très personnel. Oui, alors c'est Thiverval-Grignon qui est en pole position, et puis il y a quelques manifestations au sein de la ville. Demain, c'est le nouvel an chinois. Sous quel signe sera placé cette année ? Est-ce que vous le savez ? Alors, aucune idée. Eh bien, c'est le signe du feu, une année positive pour les couples, selon les prévisions. Bon à savoir. Après les taxis, ce sont les VTC, les voitures de tourisme avec chauffeurs qui ont manifesté cette semaine. Selon vous, la concurrence des VTC est-elle déloyale ? Je comprends les taxis. Maintenant, je vois pas très bien comment on peut empêcher des gens qui ont envie de faire le travail de VTC de ne pas le faire. Donc, il va falloir sortir de cette crise par le haut. Mais surtout que les taxis donnent une bonne image d'eux-mêmes, parce que malheureusement, quand on voit les actes de violence qui ont lieu à chaque fois, ça n'est pas acceptable. Et ça ne grandit pas les taxis non plus. La célèbre poupée Barbie va changer à partir du mois de mars. Des Barbies de 7 couleurs de peau et de 4 morphologies différentes seront commercialisées. Que pensez-vous de ces futures déclinaisons ? C'est dans l'air du temps finalement ? Oui, mais il ne faut pas non plus tomber dans les excès qui consistent maintenant à donner à chacun, à segmenter systématiquement, à ranger chacun dans une catégorie ethnique, de couleur de peau, de religion là-dessus. Bon, voilà, moi je pense que Barbie n'avait pas besoin de changer, que voilà, c'était pas forcément très grave qu'il n'y ait une seule Barbie, et même si c'est un petit peu cliché. Othman Nasrou, restez avec nous, on fait une rapide pause musicale et on se retrouve juste après. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Othman Nasrou, conseiller régional Les Républicains, conseiller municipal d'opposition à Trappes, conseiller communautaire à 50 en Yvelines, chef d'entreprise et président de la pépinière d'entreprise Promopol à Trappes également. Ça fait forcément beaucoup de fonctions et de mandats. Si vous deviez abandonner l'une de ces fonctions, laquelle choisiriez-vous ?
Oula, alors la question ne se pose pas aujourd'hui parce qu'en réalité, il y a 2 grands blocs. Je suis élu de Trappes et à ce titre-là, je siège dans l'agglomération et c'est à ce titre-là que je préside dans le cadre de mon mandat d'élu Promopole. Et puis par ailleurs, je suis depuis quelques semaines votre mandat conseiller régional. Trappes, finalement, vous quittez. Oui, mais c'est exactement ça. Il se trouve que je n'ai pas l'intention de le faire parce que j'ai un tiers des électeurs de Trappes qui m'ont accordé leur confiance et qui attendent qu'il y ait une opposition municipale qui fonctionne, qui dise ce qu'elle a à dire, qu'elle joue son rôle de contre-pouvoir. Et vraiment, on le fait, c'est pas toujours facile et on essaye de faire bouger les lignes et je crois qu'on y arrive un petit peu. Voilà. Vous avez aussi dit que j'étais chef d'entreprise. C'est vrai que ce que j'ai le plus de mal à gérer en ce moment, voilà, tout à fait. Donc je mets un peu entre parenthèses mon activité professionnelle, c'est la vie. La politique, ce sont aussi des sacrifices. Et donc voilà, aujourd'hui, j'essaie de me consacrer pleinement à ces 2 mandats d'élu qui se complètent, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est important également de garder un pied dans le domaine privé pour avoir peut-être conscience des enjeux auxquels sont confrontés les Français et puis vos électeurs aussi, parce qu'ils travaillent dans le domaine privé généralement. C'est très important et sans cela, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à sauver Promopole des difficultés. On a eu tout un feuilleton là-dessus, mais c'est simplement parce que voilà, quand on sait une embauche, comment ça fonctionne, les charges, quand on connaît cette réalité qui est celle des très petites entreprises et des PME, c'est plus facile naturellement d'agir en tant qu'élu. Donc moi, ça m'a été très utile. Je veux garder cet esprit issu un peu du privé, qui est issu de mon parcours, de mes études et puis un peu effectivement de ce que j'ai fait. Voilà, je veux le garder. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile de tout faire en même temps, donc il faut aussi faire des choix. Il y a un temps pour chaque chose et aujourd'hui, je veux m'occuper un petit peu de mes mandats d'élu. À 28 ans, est-ce que c'est parfois difficile d'assumer toutes ces responsabilités d'un point de vue psychologique et puis vous êtes jeune et on vous le fait remarquer aussi parfois que vous êtes jeune et ça peut vous jouer sur votre morale à vous? Je crois que c'est difficile, quel que soit l'âge, et puis surtout dans la période qu'on connaît. Et voilà, et malheureusement, les élus, on n'a pas toujours une bonne image. Et c'est vrai on souffre beaucoup de ceux parmi nous qui font beaucoup de promesses et qui, une fois en responsabilité, ne font pas ce qu'ils disent. Et ça existe malheureusement, et j'ai envie de dire, il faut en finir avec cette forme de lâcheté. Voilà, aujourd'hui, il faut faire preuve de courage politique, et je crois que les jeunes, on est plutôt bien placés là-dessus. Maintenant, on a tous cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'on veut tous du renouvellement, et puis on trouve les gens ensuite trop jeunes ou pas assez connus. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi je suis pas dans le jeunisme, le but c'est pas d'être... On vous dit d'ailleurs souvent que vous êtes jeune, que vous manquez d'expérience, ou alors c'est pas quelque chose qu'on a tendance à vous rappeler? Non, moi je pense qu'en définitive, même si on peut l'entendre, les gens ils jugent sur les paroles et sur les actes, et quand il y a des preuves, quand il y a des réalisations concrètes, quand il y a une profondeur, je pense qu'on ne s'arrête pas à l'âge, sinon je n'aurais pas eu effectivement le cheminement que j'ai eu depuis 2 ans. Je pense que les gens en définitive se rendent bien compte des choses, et encore une fois, c'est bien d'être jeune, ça veut dire aussi qu'il faut accumuler de l'expérience. Moi je ne prétends pas tout savoir, c'est un cheminement, il faut aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc voilà, on fait avec et puis ça marche bien comme ça. Vous le disiez, depuis 2 ans, ça s'est accéléré pour vous. Avant mars 2014, vous n'occupiez aucun mandat politique. Revenons justement sur votre engagement. Depuis de quand ça date pour vous personnellement? Depuis l'enfance, vous vouliez faire de la politique, ou alors c'est en faisant des études HEC que la vocation vous est venue? Je dirais que j'ai toujours été d'un naturel assez engagé, comme beaucoup d'autres. Alors, quand j'étais étudiant, j'ai pris des responsabilités. J'étais président des étudiants de HEC. Voilà, donc il y a un tempérament, il y a un appétit pour la chose politique, mais vraiment au sens un peu noble du terme. Et puis donc ensuite, on fait des rencontres. Il y a un cheminement qui fait que on y arrive. Et c'est vrai que moi, ça n'a jamais été prévu ou calculé, mais j'avais envie d'être engagé. J'ai commencé par m'engager sur un certain nombre de sujets, comme la circulaire Guéant, qui a été un de mes premiers combats politiques, où j'ai fait comme ça le saut dans la vie politique. Et puis ensuite, on fait des rencontres et on s'engage. Et voilà. Et moi, j'ai eu effectivement une dame qui s'appelle Valérie Pécresse, qui a choisi de me faire confiance depuis un petit moment maintenant, plus précisément ces derniers mois. Et voilà. Et donc, j'en suis là. Pour vous, c'est principalement une rencontre du coup qui a enclenché le processus. C'est pas forcément un événement particulier qui vous a poussé à vous engager en politique? J'avais envie d'être engagé, j'étais déjà engagé, mais dans la vie politique, il a fallu bien sûr qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait un cheminement, et ça s'est venu un peu de soi, si j'ose dire, voilà. Vous avez grandi dans un univers familial politisé où c'était la chose politique était importante? Non, pas spécialement, non, un milieu assez apolitique, voilà, comme malheureusement la plupart des gens. Je dis malheureusement parce que c'est utile la politique quand on essaye d'en faire bon usage, en faisant la part des choses, mais voilà, non, moi ça ne m'est pas venu, personne dans ma famille ne fait de politique, ni de près ni de loin. Alors vous avez appartenu à l'UJP, c'est l'Union des Jeunes pour le Progrès, un mouvement gaulliste. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, se définissent comme gaullistes. Ça veut dire quoi en 2016 être gaulliste? Mais réellement, je veux dire, puisque tout le monde le dit.
Moi, je me dirais gaulliste, pas forcément dans le même sens où bon, tout le monde le dit, donc ça ne veut plus rien dire. Et moi, je trouve qu'il y a une source d'inspiration chez un monsieur, donc un personnage historique, qui a été quand même vraiment à la hauteur des événements. C'est vraiment là-dessus, et c'est vraiment l'idée de courage, précisément. Je vous disais tout à l'heure qu'on meurt un peu de la lâcheté politique qui consiste à ne pas avoir le courage de dire les choses et de faire un certain nombre de choses. Ben voilà quelqu'un qui, pour le coup, illustre, incarne le courage. Et je pense que ça doit encore parler à un jeune, même si ça peut paraître un peu désuet, ça ne l'est pas. Parce que le gaullisme, c'est d'abord le courage face aux événements, face aux circonstances. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme politique, même de votre famille politique, qui a ce courage-là, il y en a pas qui pourrait beaucoup, se mesurer à la hauteur d'un général de Gaulle, même si c'est difficile, puisque c'est un personnage plus qu'historique même. Moi, j'assume de dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va voir, parce qu'il y a encore des circonstances, il y a encore des gens, voilà. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui peut me faire rêver ou m'inspirer la même forme d'adhésion que celle du général de Gaulle. Voilà. Même il y en aura peut-être, j'espère qu'il y en ait. Même à quelques mois des primaires, sur cette question-là, entre Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, et puis les autres, Bruno Le Maire, lequel vous vous sentez le plus proche ? Moi, j'avais fait la campagne de François Fillon en 2012 parce que je considérais qu'il était important qu'il prenne la tête de ce qui était à l'époque l'UMP en lieu et place de Jean-François Copé. Aujourd'hui, cette primaire, elle ne me fait pas rêver encore. Je vais prendre le temps de regarder un peu les projets. J'espère que ce ne sera pas qu'une compétition de personnes parce que vraiment, si la droite arrive au pouvoir en 2017, il faut qu'elle soit vraiment à la hauteur des événements. Donc pour l'instant, je suspends mon jugement. Je vais prendre le temps de regarder et puis je ferai mon choix. Voilà. Mais aujourd'hui, cette compétition, moi, je ne suis pas encore vraiment dedans et je pense que la plupart des gens, on attend de voir ce que ça va donner. Quelle est votre position à vous sur votre famille politique, les Républicains, qui depuis 2012 a tendance à se droitiser? En tout cas, c'est ce que disent la plupart des intellectuels ou même des hommes de gauche. Même dans votre famille politique à vous, il y a des Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Pierre Raffarin qui parfois se plaignent de ce virage à droite. Vous, en tant que jeune élu, très jeune élu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour être honnête, je me moque bien de savoir ça se droitise pas. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait pour les régler. C'est important le positionnement politique de votre famille politique. Oui, mais c'est pas une fin en soi. Si vous voulez, moi, je suis pas à droite par essence. Voilà, je suis à droite parce que je considère que mes valeurs, ce que je veux porter, les solutions que je pense être les plus adaptées aux problèmes du pays sont plutôt sur ce terreau de la famille politique de la droite et du centre plutôt que à gauche. C'est aussi simple que ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ce qui est insupportable, c'est pas la droitisation ou la gauchisation, je ne sais pas si d'ailleurs ça existe, c'est simplement de se dire, ce qu'on dit, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ce sont des vraies solutions par rapport au problème? C'est de sortir de l'électoralisme. Ce qui est insupportable, c'est de tenir un discours politique les yeux rivés sur les sondages. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc quand on parle de droitisation, si c'est une posture qui consiste à taper toujours plus fort, à essayer de provoquer et de cliver, c'est insupportable. Mais parfois, il faut tenir des discours très forts parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas acceptables. Et j'en connais un certain nombre dans ma ville. Et bon, voilà, je ne sais pas si me droitise quand on parle d'un certain nombre de sujets de sécurité ou de sujets régaliens ou pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit la vérité et qu'est-ce qu'on propose pour régler les problèmes. C'est encore du sens le clivage politique qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France entre la droite, la gauche, classique, et puis bon, des partis aux extrêmes qui se définissent. Est-ce qu'on parle souvent ces derniers temps d'un redécoupage du paysage politique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça a du sens, ça? Moi, je pense qu'il faut que ça ait du sens. Parce qu'autrement, ça veut dire que voilà, on peut voter, voter ne sert à rien, parce qu'on change, on passe de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite, et que finalement, il n'y a rien qui change dans le concret. C'est très grave. Forcément, après, on rentre dans tout l'argumentaire sur l'UMPS qui est tenu par le Front National, et c'est justifié. Le vrai sujet derrière, si cette frontière-là, elle disparaît, elle s'estompe, c'est parce qu'on a l'impression que le politique ne peut plus rien faire. Vous votez pour qui vous voulez, il n'y a rien qui change dans le concret. C'est ça le vrai sujet, c'est l'impuissance politique. Moi, je crois que ces deux blocs, ils doivent exister, droite et gauche, c'est bien qu'il y ait des alternances. Le but dans une élection, c'est de présenter des idées et ensuite de rendre des comptes à la fin de l'élection. Voilà, puis on a fait ce qu'on a dit ou pas, aussi simple que ça. Et les gens, ils choisissent. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir prise sur la réalité. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Vous voyez, donc le positionnement, est-ce qu'on est encore capable d'être dans le concret, de changer concrètement le quotidien des gens? Et c'est vrai qu'on peut en douter, que ce soit à droite ou à gauche. Parlons de vos mandats. Désormais, conseiller municipal d'opposition à Trappes, vous avez rassemblé il y a 2 ans 30% des voix au second tour, un score honorable dans une ville comme Trappes, ancrée historiquement à gauche. Pourquoi d'ailleurs vous êtes-vous engagé dans cette bataille à Trappes? Presque une bataille perdue d'avance, j'ai envie de dire. Bon, alors déjà, vous présentez la ville où vous habitez, donc il n'y a pas de raison, voilà, et c'est une ville qui... Vous habitez depuis longtemps à Trappes? Depuis un certain nombre d'années maintenant, oui. Et justement, en plus, si vous voulez, je voyais bien au quotidien qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient
pas acceptable ou que je trouvais dommage. J'ai d'ailleurs commencé par fonder un collectif qui s'appelle Trappes Citoyens. On a essayé de faire bouger un certain nombre de sujets. Et puis on a bien compris que le meilleur moyen, c'était la voie électorale. Et la famille politique à laquelle j'appartenais déjà, où je me sentais déjà assez proche, qui était celle de la droite et du centre, a accepté de me soutenir. Et c'est comme ça que ma candidature s'est installée. Et puis effectivement, moi je suis très reconnaissant parce que j'étais un parfait inconnu. On a fait une campagne assez rude, il faut aussi le dire, parce que c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile et on nous a pas facilité la vie. Vous y avez cru concrètement devenir maire de Trappes? Ou alors l'important c'était déjà d'être ancré dans le territoire pour éventuellement un autre mandat, une autre élection? Non, moi je considérais que, étant donné l'analyse que je faisais de ce qui se passait à Trappes et des solutions qui devaient être mises en place, il y avait effectivement un vrai sujet. Voilà, d'ailleurs le score qu'on a fait, vous l'avez dit, plus de 30% dans une triangulaire. C'était quand même un score qui n'était pas attendu de tout le monde. Donc c'est bien qu'il y avait une vraie attente. Voilà, je pense que quand j'ai commencé ma campagne, on me donnait à 2%. Donc on a fini à plus de 30%. Moi je suis infiniment reconnaissant à ça. Et bien sûr, on aurait préféré gagner parce qu'on a un contre-projet. Je pense que cette ville peut avoir un autre destin. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc c'était tout à fait légitime. Maintenant, ça n'a pas suffi. Ça a permis de créer une opposition municipale qui fonctionne et c'est très important. Il faut qu'il y ait un débat équilibré, et donc on va continuer, et puis on verra bien où ça nous mène. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas un calcul politique, comme vous semblez le dire, sur une autre élection. La preuve, c'est Ça pouvait être aussi une réalité à laquelle vous étiez confronté. Vous voyez, c'était difficile, et l'idée c'était peut-être de s'implanter dans un premier temps pour ensuite... Écoutez, moi j'aime bien les défis, donc c'était difficile, on l'a fait, ça s'est bien fini, donc voilà. Et puis, prochaine élection municipale, si j'en ai encore l'envie, ça sera tout aussi difficile. Et bien on verra si j'y vais, et on verra à ce moment-là quel sera le résultat. Donc les élections, c'est aussi ça. Le but, c'est pas toujours de choisir la facilité. Et ma foi, c'est parce que c'est difficile aussi que c'est passionnant. Et encore une fois, cette ville le mérite. Votre opposition municipale, justement, on va en parler, elle est parfois violente avec le maire PS Guy Malandin. Est-ce que dans une ville comme Trappes, confrontée aux problèmes que l'on sait, que l'on connaît, même sociaux, avec, selon les chiffres de l'INSEE, 18% de chômage à Trappes, est-ce que dans une ville comme ça, justement, il faut dépasser les clivages habituels et aller vers plus de consensus? Les gens n'ont-ils pas besoin plus de cela dans une ville avec ces difficultés-là? Vous dites que le débat politique peut être violent avec entre le maire et l'opposition que je représente. C'est vrai, mais j'aimerais quand même préciser que ce n'est jamais une histoire de personne. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le maire de Trappes, qui a le parcours qu'il a, tout à fait respectable. Je n'ai pas de problème là-dessus. J'ai des désaccords, par contre, très profonds avec la politique municipale qui est en place, qu'il porte, mais qui n'est pas uniquement de son fait. Il y a d'ailleurs dans son entourage un certain nombre de personnalités aussi politiques que je trouve avec lesquelles je suis encore plus en désaccord. Voilà, donc on a des accords profonds et c'est normal à partir de là que le débat il soit vif. Vous parlez de consensus, il ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Bon, quand on parle par exemple d'un sujet, c'est celui de la police municipale. C'est un sujet qui revient souvent, la sécurité à Trappes. Il revient souvent parce qu'on souffre d'une image qui est dégradée sur le plan de la sécurité, malheureusement, parfois à tort, parfois à raison. Parce que quand vous ouvrez un journal et que vous avez encore des faits divers toujours sur Trappes, ça n'est pas agréable. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un besoin des habitants de se sentir en sécurité, sans caricaturer, mais d'avoir une police municipale qui est 3 fois moins nombreuse que dans les villes voisines. C'est dire, et qui ferme la nuit, c'est absolument surréaliste. Et donc sur ce sujet, le consensus, il ne peut pas se faire autour de la position actuelle. Et moi, j'aimerais vraiment que le maire de Trappes soit pragmatique là-dessus, et qu'on voit ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, moi, je l'ai déjà dit, je suis solidaire sur un certain nombre de décisions. On ne vote pas tout en bloc, je vote les 3/4 des sujets quand je considère qu'ils sont légitimes. Mais c'est vrai que le plus souvent, sur les sujets les plus importants, on est en total désaccord et c'est le débat démocratique et c'est normal. J'allais vous demander justement si vous pouviez imposer, on va dire demain, prendre une mesure. Ça serait laquelle? J'imagine que ce serait du coup la police municipale. Comme c'est ce dont je parlais, je vais vous proposer autre chose, puisque là j'ai bien compris qu'il y avait un problème de principe idéologique sur cette question de la police municipale. C'est vraiment dommage et on le paye cher. Mais je vais vous donner un autre exemple. Moi je trouve qu'il faut avoir une politique en faveur des classes moyennes. La mixité sociale, c'est dans les deux sens. Et quand je vois le barème du quotient familial, le niveau d'imposition locale sur Trappes, qui est plus lourd que dans les villes voisines, on fait fuir les classes moyennes. Moi, j'ai beaucoup de gens, dès qu'ils ont, entre guillemets, les moyens, ils s'en vont, parce qu'ils commencent à payer très très cher. Et on ne parle pas de gens qui sont riches. Donc voilà, moi, ce serait plutôt sur la question fiscale et sur le quotient familial, si on pouvait comprendre qu'il ne peut pas y avoir un écart du simple au décuple dans le barème du quotient familial à Trappes et notamment sur les propriétaires. On renforce les inégalités selon vous à Trappes. Mais bien sûr, puisqu'on fait fuir dès qu'une personne gagne un tout petit peu. Voilà, moi je vous donne un exemple, j'ai des gens qui payent plus cher à Trappes, à la cantine scolaire, qui habitent Trappes, que des extérieurs à Viroflay.
C'est surréaliste. Vous ne pouvez pas avoir un repas qui monte jusqu'à 6 € pour des gens qui ne sont pas riches. Hein. On parle de classe moyenne. Voilà, donc je pense que malheureusement, par idéologie, on matraque les classes moyennes, on les fait fuir à Elancourt, à Montigny, à Plaisir. Et ça, c'est pas bon pour la mixité sociale, parce que si on veut tirer la ville vers le haut, il faut aussi qu'il y ait de l'ascenseur social. Et donc, il ne faut pas trop assommer ceux qui gagnent à peine plus. Voilà. Alors, votre mandat à Trappes vous permet également d'être conseiller communautaire au sein, cette fois-ci, de la majorité à 50 ans en Yvelines, une agglomération élargie depuis le 1er janvier à 12 communes et une agglomération divisée entre opposition et majorité avec des tensions sur la gouvernance. Selon vous, là aussi, un peu ces tensions, comme finalement au conseil municipal de Trappes, est-ce que ça sert le débat démocratique ou ça dessert l'agglomération, une entité où la coopération est encore plus importante que dans n'importe quelle autre entité, j'ai envie de dire? Là encore, je vais vous faire la même réponse, mais ce qui dessert vraiment le débat démocratique, c'est les pièces de théâtre. Il faut qu'on sorte des postures, parfois de part et d'autre, mais là j'ai quand même envie de dire que l'opposition socialiste à l'agglomération, moi je ne comprends pas. On va de coups de théâtre en opération de communication en permanence. À chaque fois, on crie au déni de démocratie. On explique qu'en fait, c'était très bien géré, alors que tout le monde sait que cette agglomération, elle a quand même eu des gros soucis de gestion. Enfin, moi, je me suis occupé d'un dossier où c'était quand même très compliqué. On a hérité d'une situation. La droite rappelle souvent que c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. C'est aussi grâce à la gauche, puisque c'est la gauche qui a toujours été aux manettes à 50 ans. Moi, très honnêtement, je ne suis pas là juste pour dire du mal, etc. Et quand il y a des choses bien, je le dis. Il m'arrive de dire d'ailleurs que le maire de Trappes a eu une bonne action en termes d'urbanisme sur la ville, vous voyez, donc je peux lui reconnaître des atouts, voilà. Mais je ne peux pas dire non plus que la gestion de l'agglomération, je vous dis, moi je me suis occupé d'un dossier qui s'appelle Promopole. On va en parler. Situation de quasi-faillite. Bon, voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir. Donc non, je ne peux pas l'entendre. Et encore une fois, si coopérer, c'est continuer la même gestion, bah, moi ça ne me va pas. Moi je n'ai pas été élu. Voilà, en tant qu'élu, je représente quand même un certain nombre d'électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. C'est grâce à eux que je siège. C'est tout. C'est à eux que je rends des comptes, à personne d'autre. Et bien ces gens-là, ils ne comprendraient pas que je m'associe pour faire exactement la même politique qu'ils ont voulu, eux, arrêter. Qu'on soit clair. Donc c'est aussi simple que ça. Après, ça dépend avec qui. Moi, il y a des gens à gauche avec qui je fonctionne très bien, qui sont ouverts. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est vrai, on a des désaccords profonds, on a des manières de faire de la politique qui sont différentes, on est toujours dans la violence politique, ça existe aussi. Moi, sur Trappes, je l'ai connu quand même. Dans l'entourage de M. Hamon, il y a un certain nombre de personnes qui font de la politique de manière violente. Ben voilà, à partir de ce moment-là, on ne peut pas fonctionner ensemble. Voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens, ils se rendent compte de qui est sincère, des vrais contenus. Et voilà, c'est pas noir ou blanc, mais quand même, moi là-dessus, je suis solidaire de la droite et du centre. Sur le terrain de 50 ans en Yvelines, je pense qu'on a beaucoup à faire et je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec tous les élus de gauche de cette agglomération. Parlons de Promopole, une pépinière d'entreprise qui était au bord de la faillite avant les élections municipales de 2014. Qu'en est-il aujourd'hui? La pépinière est sauvée? Oui, alors il faut toujours être prudent là-dessus. Je dirais qu'elle est convalescente, ça va beaucoup mieux. On a réussi. Quel était le problème en fait de cette pépinière rapidement, on va pas refaire Oui, parce qu'on a déjà beaucoup dit, c'était compliqué. Non, mais le problème est très simple. Pour moi, c'était que c'était très mal géré. Elle était en situation de quasi-faillite. Quand je prends mes responsabilités, elle ne peut plus régler ses échéances bancaires depuis plusieurs mois. Ça faisait déjà 6 années de pertes comptables. Il n'y avait pas assez d'entreprises en fait dans la pépinière. C'était ça le problème également. Ça s'était beaucoup vidé déjà. Beaucoup d'entreprises étaient parties, donc pour des raisons que vous imaginez, mais de réputation, de gestion, etc., donc d'insatisfaction. Et puis les niveaux de dépenses étaient surréalistes. C'est-à-dire que les salaires, enfin notamment le salaire du directeur était très élevé. Les fournisseurs, il n'y avait pas de mise en concurrence des fournisseurs. Un salaire très élevé, c'était quoi? Le dernier salaire du directeur, 7 700 € mensuels. Dans une pépinière d'entreprise qui perdait 300 000 € par an. Il n'y a pas de directeur aujourd'hui, c'est moi qui ai assumé depuis ma prise de fonction. Un mois après, j'ai mis fin à la mission du directeur et j'ai pris la responsabilité d'exercer la direction générale. Et donc jusque-là, je n'étais pas rémunéré, ni parce que je considérais qu'en tant qu'élu, il fallait que la confiance revienne et que la situation financière se stabilise. Donc depuis 1 an et demi, j'ai assumé cette responsabilité. Maintenant, on va partir sur un nouveau fonctionnement. Mais voilà, ça nous a permis bien sûr de faire des économies, de faire en sorte que la confiance revienne, que l'attractivité de la pépinière, que les entreprises aient à nouveau envie de s'installer. On a revu la grille tarifaire. Qui reviennent, il y a 26 sociétés qui se sont installées en 2015, donc c'est un très bon résultat. On a surtout fait beaucoup d'économies, parce que sans réduire la qualité de service, en mettant en concurrence les fournisseurs, en rééchelonnant un certain nombre de choses, en arrêtant le recours à l'intérim, en effectivement optimisant aussi la masse salariale. Nous avons supprimé un poste de directeur de la communication. Il le fallait parce que le besoin n'était pas toujours évident et puis les difficultés étaient là. Donc on a fait une gestion d'entreprise, en réalité de bons pères de famille. Et du coup, le retour à l'équilibre commence à se faire au bout d'1 an de travail, comme quoi c'était faisable. Mais ce qui est dommage, c'est que
ce dossier ait englouti autant d'argent, puisqu'on a perdu 300 000 € par an pendant 5 ans, sur les 5 dernières années. Donc voilà, c'est faisable, on l'a fait. Et aujourd'hui, il faut continuer parce que cette pépinière, elle doit revenir à la hauteur des ambitions du territoire. Mais on a fait une bonne partie du chemin. Je dirais que les difficultés sont derrière nous. Dernier mandat, le plus récent, conseiller régional. Vous étiez porte-parole de Valérie Pécresse. Est-ce que ça a été la campagne la plus dure à mener C'est vrai que la campagne... C'était un soulagement, la victoire C'était un soulagement, oui, bien sûr, parce que je n'aurais pas compris que l'issue en soit différente. Plus serré que prévu. C'était très serré, et puis la campagne a fini, il avait parlé de violence sur des propos quand même surréalistes, qu'à titre personnel, je n'oublie pas. Sur la race blanche, sur les serre-tête, la candidate... Ça a été très violent des deux côtés, honnêtement, pendant des mois. Je ne peux pas vous laisser dire ça, pour le coup. Peut-être que sur la fin... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, ma candidate et la présidente, je suis assez fier d'elle, et je le dis vraiment comme je le pense, parce que voilà... Là-dessus, j'assume d'avoir une liberté de ton, mais quand les choses sont bien, il faut le dire. Elle s'est jamais jouée comme ça, avec le feu, à expliquer qu'il y a une candidate qui est une candidate de la race blanche, en gros des blancs, sous-entendu que les autres... Non, attendez, ça c'est surréaliste dans la bouche. Hein. Voilà, vraiment. Et d'ailleurs, je crois que ça lui a porté préjudice. Je crois qu'à ce moment-là, les masques sont tombés, mais vraiment, vous avez parlé de qualité du débat politique. Ça, c'était vraiment indigne, très honnêtement. La campagne était rude des deux côtés, mais là, on a franchi un cran. Je suis content que les électeurs, même si c'était serré, aient donné... quand même après 17 ans et choisi l'alternance. Et je pense que le début de mandat que fait Valérie Pécresse en ce moment est de nature à les conforter dans leur choix, puisqu'il y a un certain nombre d'engagements qu'elle avait pris, qui sont déjà mis en place. On va évoquer voilà, donc là-dessus, je pense que c'est important de dire, voilà, il y avait des engagements avant la campagne, ils sont tenus après. Je pense que ça, c'est de nature à recrédibiliser la politique. Au sein de la région, vous êtes membre de la commission permanente. Alors, je ne connaissais pas, je vais vous poser la question, qu'est-ce que la commission permanente? Un peu de pédagogie. Oui, la commission permanente, ça existe dans d'autres collectivités qui sont de taille importante. Quand vous avez une assemblée nombreuses en réalité, parce que nous sommes 209 conseillers régionaux, vous n'allez pas les réunir à chaque fois qu'il y a une décision à prendre. Donc la commission permanente, c'est une commission qui est représentative de ces élus, en gros un tiers à peu près, on est une soixantaine, et on se réunit plus souvent, plus souvent, et on a une délégation de pouvoir du conseil régional, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui, au lieu d'être prises par l'ensemble des conseillers régionaux, ne sont prises que par la commission permanente qui se réunit plus souvent, ça va être des décisions techniques pour faire tourner de budget, etc. Mais pour les décisions très importantes, les équilibres... Exactement, dans le cadre des grandes orientations fixées par ce qu'on appelle la séance plénière. Donc l'ensemble des conseillers régionaux fixe les grandes décisions, les grandes lignes, et puis la commission permanente se réunit plus souvent dans le détail des dossiers pour faire des attributions de moyens financiers, etc., etc. Un mot pour conclure sur les premières mesures votées par l'Assemblée régionale, des mesures promises par Valérie Pécresse pendant la campagne, une charte pour une nouvelle éthique politique, bouclier de sécurité, suppression du tarif réduit dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière, ou encore le déménagement de la région, du siège de la région en proche banlieue. Des mesures, on a l'impression, plutôt symboliques, rien sur, par exemple, l'économie, qui est la première compétence de la région. Déjà sur l'économie, puisque vous m'en parlez, c'est des sujets que je vais suivre à titre personnel de près. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance du Conseil régional, plénière pour le coup, le 18-19 février, je crois, où d'un certain nombre de décisions sont prises. On essaie d'avancer vite, et je crois vraiment que le dynamisme de Valérie Pécresse là-dessus, pour le coup, est reconnu par tout le monde. Mais la symbolique a aussi son importance. C'est une région qui a souffert. On parlait tout à l'heure de la gestion de Saint-Quentin-en-Yvelines. De la même manière, à la région, il y a eu un certain nombre de faits de gestion qui étaient un peu inquiétants. On a eu une vice-présidente socialiste qui s'était attribué un logement social, qui a été poussée à la démission. On a un certain nombre de recrutements familiaux qui sont bien connus, etc. Donc il était important quand même que ça s'arrête. Et là-dessus, on a tous les élus régionaux. Enfin, ça n'a pas été voté par le Front National, mais ça a été voté à 75% des élus régionaux, à installer une charte éthique qui s'applique à tout le monde et dans laquelle on prend des engagements en termes de bonne gestion, en termes d'éthique personnelle de chaque élu. Je crois que c'était du bon sens. Ça a son importance. C'est nécessaire pour les électeurs. Mais bien sûr que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas continuer à donner l'impression que les élus, même si parfois c'est une impression à tort, il faut montrer que les règles sont claires, bien délimitées, contrôlées par une commission d'éthique indépendante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'abus. C'est un exemple. Vous avez parlé du déménagement du siège de la région. C'était un engagement de campagne de Valérie Pécresse. Ça n'est pas que symbolique. Ça sait où déjà Alors non. Val-de-Marne ou Seine-Saint-Denis. Nous avons voté le principe et aujourd'hui il y a le maire du Blanc-Ménil d'ailleurs, qui est conseiller régional, Thierry Ménien, qui est en train de chercher de prospecter les lieux, parce que le but c'est aussi de faire des économies. Il y a une symbolique, parce que la région possède 7 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris qui valent 250 millions d'euros et paye en plus 26 millions d'euros de loyer. Donc si vous voulez, c'est une fortune pour être dans le 7e arrondissement. Bon, vous avez la symbolique, vous avez la dimension économique. Et en plus, ça permettrait de rassembler les services et les élus dans le même bâtiment, parce qu'aujourd'hui, c'est éparpillé, donc c'est sous-optimal. Donc là-dessus, ça n'est pas que symbolique. C'était un engagement de campagne et le principe en a déjà été voté. Vous avez parlé du bouclier de sécurité, vous avez parlé de la suppression de la réduction de 75% pour les étrangers en situation irrégulière dans les transports.
décision transport. qui a fait plus ou moins polémique en tout cas, puisque ça peut... Ça C'est faisait pas partie forcément du la débat de priorité la aujourd'hui. campagne. Oui, mais attendez, ça faisait partie du débat de la campagne. Au bout de 3 semaines de mandat, on fait déjà tout ça. Je trouve que c'est quand même bien. Et puis surtout de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, là, c'est pas le débat. Ce débat, il a été tranché durant la campagne. Simplement, c'est important de montrer que le politique tient encore parole et fait Mais des choses concrètes. Ça quand donne même. le là, finalement, les premières décisions. Ben oui, mais tout ça, je veux dire, on a un ensemble de décisions qui ont été votées donc au bout de 3 semaines de mandat, qui formaient quand même l'armature du projet de Valérie Pécresse. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est tout un mandat. On rappelle que le mandat, c'est 6 années. Donc là, c'est important de montrer que les engagements qui étaient pris sont tenus. Je pense que c'est important dans la période en plus qu'on vit. Après, on peut rediscuter du fond des propositions, mais on en avait largement parlé pendant la campagne. Moi, je trouve que ce sont des bonnes propositions, qu'on avance, que c'est dynamique. Et je pense que les prochaines séances du Conseil régional vont vous conforter, enfin me conforter en tout cas, dans cette décision. Et les retours sont d'ailleurs très bons. Les gens sont contents de dire on a voté, il y a du changement. Je crois qu'aujourd'hui, on meurt un petit peu de cette impuissance publique dont on parlait tout à l'heure. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Othman Nasrou d'y avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, nouveau conseiller régional Les Républicains, également conseiller municipal à Trappes et conseiller communautaire. Vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo cette émission sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.